Économie de Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, c'est le défi du siècle d'après Barack Obama et ce n'est ni l'Iran ni même l'économie chinoise. L'urgence du moment est bien le changement climatique pour un président américain qui est arrivé hier en Alaska en témoignage de sa volonté d'agir. À 3 mois de la grande conférence mondiale de Paris, quelles sont ses propositions? Nous le verrons dans un instant. Et puis découverte du premier métro saoudien au pays du pétrole. La priorité est de diversifier l'économie. Riyad, la capitale, est ainsi en plein travaux, 22 milliards de dollars d'investissement. Le projet va-t-il faire entrer le royaume dans une nouvelle ère urbaine? Les détails et les images, ce sera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. On fait le point d'abord sur l'essentiel de l'actu éco du jour, avec toujours un œil sur la Chine, et il vaut mieux, puisque rien ne s'arrange du côté des indicateurs. L'activité manufacturière, pilier de la croissance, s'est ainsi brutalement contractée au mois d'août. 49,7 pour l'indice PMI officiel, plus bas en 3 ans, 6e mois consécutif de baisse, et pire encore, 47,3 d'après le cabinet indépendant Markit. C'est du jamais vu depuis plus de 6 ans. On est en tout cas nettement en dessous de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction. C'est un signe de plus que l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale est sur le point de caler. On notera d'ailleurs cette annonce de Christine Lagarde. Pour la patronne du FMI, la croissance mondiale devrait être plus faible que prévu cette année en raison de la crise chinoise. Et sans surprise, avec de telles nouvelles, les bourses en Asie ont à nouveau plongé de concert. Tokyo en première ligne, moins 3,8% pour le Nikkei à la clôture. Dans le rouge aussi, Shanghai, moins 1,28%. On limite la casse. Séoul, Hong Kong ou même Sydney accusent également des baisses sensibles. La tendance est ensuite élargie à l'Europe dès les premiers échanges. On poursuit avec justement l'Europe et d'autres indicateurs. Le chômage d'abord qui repasse en juillet sous la barre des 11% en zone euro. Une première depuis février 2012, 10,9% d'après Eurostat. Amélioration sensible en Grèce, Espagne et Portugal notamment. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'établit à 9,5% en juillet. Et puis la croissance de l'activité manufacturière a ralenti en zone euro. 52,3 pour l'indice PMI Markit définitif de juillet, en léger repli par rapport à la dernière estimation, 52,4. Un mot encore en France pour signaler la nette progression des immatriculations de véhicules neufs dans l'Hexagone, plus 10% en données brutes au mois d'août, d'après le CCFA. 92 000 unités vendues et les constructeurs français qui en profitent, plus 18% ainsi pour Citroën notamment. Un détour par le Brésil, on en parlait hier, rien ne s'arrange après les chiffres de la récession. Le gouvernement a annoncé qu'il prévoyait désormais un déficit budgétaire primaire pour l'année prochaine, 0,34% du PIB, et non plus un excédent de 0,7% attendu. De quoi aggraver la menace d'une nouvelle dégradation de la note souveraine. Il faudra trouver de nouvelles recettes alors que l'heure est déjà à l'austérité. Les nouvelles parues aujourd'hui dans les journaux au sujet d'un déficit budgétaire sont extrêmement inquiétantes. Pourquoi le budget est-il en déficit ? Tout d'abord parce qu'il démontre la transparence totale sur les questions budgétaires. Il n'y a pas de maquillage de comptes. Et aussi parce qu'il y avait auparavant une intention de rétablir une taxe, au passé entachée, la taxe provisoire sur les transactions financières. Voilà, et puis il est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. Le Nigérian Aliko Dangote, 23e fortune mondiale, a rencontré, vous le voyez hier, à Harare, le président zimbabwéen Robert Mugabe. Et il a promis des investissements, mines, énergie et aussi 400 millions de dollars dans une immense fabrique de ciment. La réunion avec le président s'est très bien passée. Je lui ai indiqué que nous avions déjà décidé d'investir dans 3 domaines: l'énergie, le ciment et le charbon. Notre équipe sera de retour dans le pays pour être certain qu'ils mettent le plan en œuvre, ainsi que ce que nous avons déjà prévu en termes d'investissement, de création d'emplois et d'aide au développement de l'économie du Zimbabwe. Et on revient sur les marchés financiers. On l'a dit, peu, voire très peu de positifs à se mettre sous la dent ces derniers jours, en Asie comme en Europe, hormis certains indicateurs encourageants. On l'a vu en zone euro. Aux États-Unis, le net rebond de la croissance, 3,7% au deuxième trimestre, aurait pu suffire au bonheur des investisseurs. Mais voilà, dans le même temps, la Fed laisse entendre qu'elle pourrait bientôt relever ses taux. Bonjour Eric Lewin. Pas étonnant que les grandes bourses restent fébriles, d'autant que la crise chinoise n'est pas finie. La crise chinoise n'est absolument pas finie, mais pour l'instant, il y a une certaine stabilisation des marchés. Et les investisseurs ont plutôt l'air polarisés par la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, avec en pointillé peut-être une hausse des taux. Il y a de plus en plus de voix discordantes aux États-Unis, notamment celle du vice-président de la Fed, Stanley Fischer,
qui estime qu'il faut augmenter les taux d'intérêt aux États-Unis. Il faut dire que la croissance américaine est robuste. On a eu une croissance de 3,7% sur le deuxième trimestre selon la deuxième estimation, avec un fort rebond de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises. Alors bien sûr, s'il y avait hausse des taux, il faudrait faire cela en douceur, c'est-à-dire sans doute avec un discours adéquat pour ne pas pénaliser et paralyser les investisseurs. Pour l'instant, c'est le statu quo sur les marchés. On a vraiment l'impression qu'il ne se passera pas grand-chose avant le chiffre du chômage vendredi et surtout avant la célèbre réunion de la Fed qui aura lieu à la mi-septembre. Ouais, ce sera les 16 et 17 septembre. Merci Eric pour cette analyse. Il faudra peut-être s'y faire. Désormais, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ce sont les États-Unis qui sont à l'initiative, au moins dans les mots. Barack Obama est le premier président américain à poser le pied au nord du cercle polaire. 3 jours de visite en Alaska où la montée des eaux est spectaculaire depuis quelques années. L'occasion d'afficher sa détermination à arracher un accord mondial sur le climat d'ici la fin de l'année. Beaucoup pourtant doutent de la crédibilité de la Maison-Blanche sur ce dossier sensible. Anthony Lesme. Barack Obama n'a pas eu de mots assez forts pour décrire l'urgence de la situation. Dans un discours prononcé au nord de l'Alaska lundi soir, le président américain s'alarmait des bouleversements liés au changement climatique. Si rien n'est fait pour diminuer les émissions de CO2, la planète pourrait se réchauffer entre 7 et 12 degrés d'ici la fin du siècle. Il presse les nations à prendre les décisions qui s'imposent à seulement quelques mois du sommet du climat à Paris. Nous n'avançons pas assez vite. Je suis venu ici aujourd'hui en tant que leader de la plus grande économie du monde et le second plus grand émetteur pour dire que nous, les États-Unis, reconnaissons que c'est notre rôle en tant que créateurs de ce problème et nous acceptons notre responsabilité pour aider à le résoudre. Le réchauffement climatique touche en premier lieu l'Arctique. La fonte des glaces provoque la montée des eaux et la migration de certaines villes ou villages. Barack Obama ira à la rencontre de ces Américains du bout du monde, des images destinées à frapper les consciences sur l'avenir de la planète. Pensez à ça. Si un pays menaçait de détruire une ville américaine, on ferait tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les nôtres. Le changement climatique pose les mêmes menaces, tout de suite, dans l'immédiat. Les écologistes dénoncent un double langage. Si d'un côté Obama milite pour plus d'écologie, il a autorisé le pétrolier Shell à forer dans les mers du Nord. Une décision prise selon lui par son prédécesseur George Bush Jr., mais dénoncée par Greenpeace. L'organisation avait alors essayé d'empêcher la sortie de la plateforme du port de Seattle. On n'a déjà pas réussi à nettoyer le pétrole dans le golfe du Mexique. Comment voulez-vous qu'on y arrive dans l'océan Arctique? Il n'y a pas de pire endroit pour un accident. Les conditions climatiques et la difficulté des voies navigables mettent en danger toute exploitation. Reste que l'Arctique est l'objet de toutes les convoitises. La fonte des glaces offre la cruelle opportunité d'exploiter davantage de ressources. La zone abriterait 30% des ressources mondiales non découvertes de gaz et 13% des ressources en pétrole. Une martingale, revendiquée notamment par la Russie, les États-Unis et la Chine. De nouvelles routes maritimes sont elles aussi dégagées, multipliant les opportunités de commerce. Vous avez non seulement les emplois ici dans le secteur maritime, et que ça vous plaise ou non, le développement de notre économie tout entière dépend encore des énergies fossiles. À moins de 100 jours du sommet de Paris, les chancelleries s'agitent pour un rendez-vous avec l'histoire. En 2009, c'était l'échec de Copenhague. Depuis, la situation a nettement empiré. 2014 fut l'année la plus chaude jamais recensée. Ouais, urgence et action, tels sont les mots d'ordre pour les grandes économies de la planète. On va interroger Thomas-Olivier Léautier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'énergie et directeur de recherche à TSE, l'école d'économie de Toulouse. D'abord, votre avis sur ces récents discours de Barack Obama. On a le sentiment d'une certaine prise de conscience, assez tardive tout de même. Ça va dans le bon sens ou bien vous pensez qu'on est en face d'un double discours avec ces forages en Alaska dont on a parlé aussi ? Dans le cas de Barack Obama, je pense qu'il faut comprendre deux choses. La première chose, c'est que le président aux États-Unis a beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on peut l'imaginer, et certainement beaucoup moins de pouvoir que le président de la République en France. Donc, il peut essayer d'impulser un mouvement, mais il doit tenir compte des réalités politiques sur le terrain. Et comme vous savez, il y a un Congrès qui lui est hostile, il y a des élections qui se profilent. Et donc, il faut quand même bien comprendre qu'il est très contraint par la situation politique intérieure aux États-Unis. Ouais, le poids de la politique, forcément. Je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre. Oui. Le deuxième point qui est important, c'est que tous les chefs d'État, que ce soit Barack Obama ou tous les chefs d'État du monde, font face à une situation qui est assez complexe.
si vous voulez, le développement économique qu'on connaît aujourd'hui, la richesse économique qu'on connaît aujourd'hui, en gros, on la doit à l'énergie carbonée. Donc c'est le 19e siècle avec le charbon et c'est le pétrole au 20e siècle. Donc tout ce qui consiste à réduire l'utilisation des énergies carbonées, c'est quelque chose qui, à court terme, va réduire notre train de vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très simple à expliquer aux électeurs. Et donc, les dirigeants essayent de réduire un peu les émissions sans désespérer les électeurs qui voient leur train de vie se réduire pour obtenir des bénéfices dont on a un peu l'impression qu'ils sont dans le futur. Alors, rapidement... Et donc, Rapidement, globalement, entre les impératifs énergétiques à court terme ou à moyen terme et cette urgence climatique, vous pensez que les États jouent le jeu? Non, les États ne jouent absolument pas le jeu. Ils ont tous des discours qui sont divers degrés de volontarisme, mais ils ne font pas ce qu'il faudrait faire. Et les économistes ont une recommandation qui est assez forte, qui devient de plus en plus consensuelle parmi la communauté des économistes, qui est de dire la première mesure à mettre en œuvre, c'est de donner un prix au carbone dans l'économie. Merci beaucoup. On peut débattre. Merci beaucoup Thomas-Olivier Léautier pour ces explications. Allez, on se penche à présent sur un pays qui prépare justement sa transition énergétique. En Arabie Saoudite, pays de l'or noir, les projets ambitieux ne manquent pas, comme ce nouveau métro qui est en train de s'offrir à Riyad, la capitale. Coût pharaonique, plus de 20 milliards de dollars, mais pour les autorités, ce n'est pas un luxe. Au vu de la croissance de la population, ce moyen de transport est même jugé vital. Et en attendant, la mise en service, les bouchons dans la ville se multiplient. Anthony Lesme. 22,5 milliards de dollars, c'est la somme investie par l'Arabie Saoudite pour construire un métro dans sa capitale, Riyad. Un projet d'envergure orchestré par un conglomérat d'entreprises saoudiennes, américaines et allemandes. Siemens a notamment remporté un contrat de 10 milliards de dollars pour designer le projet, construire une partie des aménagements et produire les trains qui seront en opération. Le métro de Riyad est un réseau de transport public qui fonctionne selon les normes internationales. Il contiendra des gares, des voies ferrées, aériennes et souterraines. La longueur du réseau, c'est à peu près 176 km avec 85 stations, dont 4 principales. Peuplée aujourd'hui de 6 millions d'habitants, la capitale saoudienne devrait atteindre les 8 millions dans 10 ans. Le métro a pour but de désengorger un trafic de plus en plus difficile. Pour l'heure, avec les travaux, Riyad est plus embouteillé que jamais. Je pense que tous les citoyens de Riyad sont conscients du grand changement qui s'opère dans leur ville. C'est vrai qu'ils souffrent beaucoup de l'impact des travaux sur la circulation, mais nous essayons de communiquer quotidiennement. Nous sommes très reconnaissants pour leur soutien et leur patience. Nous avons commencé les travaux il y a 22 mois. Je pense que nous avons réalisé 21% de l'ouvrage. C'est pourquoi nous sommes très fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu'à maintenant. Les premières lignes devraient être inaugurées en 2019 selon les autorités saoudiennes. Elles pourraient accueillir 400 000 personnes par jour. Si l'objectif du gouvernement est d'améliorer la qualité de vie, l'autre objectif est aussi de moderniser les infrastructures et diversifier l'économie en vue de préparer l'après-pétrole. Voilà, diversifier à l'heure où le déficit budgétaire pourrait atteindre 20% du PIB cette année d'après le FMI pour ce pays touché par la chute des cours du pétrole. C'est l'heure du Media Watch. La revue de presse et à la une, Joseph Stiglitz, célèbre économiste américain. Il était de passage à Paris pour la promotion de son livre. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Et il critique les politiques ayant cours en Europe en ce moment. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Joseph Stiglitz, c'est le prix Nobel de l'économie. En 2001, il a été conseiller de Bill Clinton à la Maison-Blanche ou encore économiste en chef de la Banque mondiale. Bref, c'est une superstar de l'économie. Et ce mardi, il a répondu aux questions du journal Le Parisien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec l'Union européenne. Il critique notamment l'attitude de l'Allemagne, mais aussi les politiques d'austérité à la fois en Grèce et mises en place en France également. Pour lui, François Hollande a tout faux. Il ne faut pas faire des économies, mais il faut dépenser plus. Il faut investir surtout dans les infrastructures, dans la recherche, dans l'éducation, etc. afin donc de relancer la croissance. Ça ressemble à un non à l'austérité. Direction Johanna, Berlin, où un couple a lancé un site, une sorte d'Airbnb pour les réfugiés. Les migrants sont de plus en plus nombreux à franchir les frontières de l'Union européenne
européenne pour venir s'y réfugier, en fait, qui a donné une idée à un couple berlinois, Refugees Welcome. Il s'agit d'un site internet qui met en relation des réfugiés avec des personnes susceptibles de les accueillir, une sorte d'Airbnb, sauf que ces locations ne sont pas directement payées par les réfugiés, évidemment, mais financées par des donations ou par des aides en provenance d'associations. Aujourd'hui, quelques 125 migrants ont réussi à trouver refuge en Allemagne, mais aussi en Autriche, grâce à Refugees Welcome. C'est beau, la solidarité. Et puis pour terminer, un mot sur une nouvelle invention pour éviter de manger trop de Nutella. Dites-nous tout. L'idée est simple et il fallait y penser. C'est un designer allemand qui l'a fait. Il s'agit d'un cadenas à Nutella, comme vous le voyez sur l'image. La solution est efficace pour protéger sa pâte à tartiner de ses colocataires, de sa famille ou parfois même de soi-même. Le cadenas est disponible en précommande sur eBay pour la somme de 9,99 €. Avis aux amateurs. Merci beaucoup, Johanna, et à très bientôt. À bientôt. Fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Faut-il réformer la zone euro? Ce sera au programme. Et en attendant, l'info continue. Restez avec nous.